Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour faire un tour d'horizon de toute l'actualité sportive du week-end. Au sommaire de cette émission week-end de Coupe de France, 4 clubs vendéens engagés chez les hommes, 3 chez les femmes. Combien seront au prochain tour? Réponse en début d'émission. En tennis, 3e match de Pro Adam pour La Roche-sur-Yon. Le tennis en tampionnaise recevait Boulogne-Billancourt en jeu de cette rencontre, la première place du groupe. Sur les parquets de handball, l'embellie du week-end dernier va-t-elle se confirmer pour Pouzauges? Le PVHB avait à cœur de confirmer à la salle de l'Étoile devant son public face à Rennes. Et puis enfin, en équitation, 5 mois après son annulation, le Grand Prix Pro 1m35 a bel et bien pu se tenir aux Herbiers. Qui des 16 cavaliers en liste pour décrocher le titre? Eh bien, vous le saurez dans quelques minutes dans cette émission. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Quatre clubs vendéens étaient en lice ce week-end avec pour objectif de se qualifier au 8e tour de la Coupe de France masculine. Et parmi eux, les Herbiers, c'est notre première affiche du jour. Vendredi soir à Massabielle, le VHF était opposé à Avranches, pensionnaire de National. Les Vendéens, maillot rouge, les Normands en bleu. Les premières occasions sont pour les visiteurs, mais les Herbiers répondent avec cette première frappe de Lucas Dory. 22e minute, les Manchots mènent la contre-attaque. Dany Jean est servi, ouvre son pied pour tromper Théo Hamelin. Avranches prend l'avantage, 1-0. Les joueurs de Laurent David vont réagir dans la foulée à l'image de Pierre Lavenant, d'abord en dehors de la surface. Au coup franc, Lavenant va forcer le portier avranché à sa première parade du soir. Cette fois très excentré, ce nouveau coup franc prend le chemin de la lucarne mais passe au-dessus de la cage normande. Et la plus grosse occasion, elle sera pour Jérémy Billy, mais ce dernier croise trop sa frappe. Avranches mène donc 1-0 à la pause. Au sortir des vestiaires, les occasions s'enchaînent. Les Herbretais à la baguette, d'abord avec cette retournée de Dory qui n'est pas assez puissante. Sur la gauche, Billy va envoyer ce ballon dans le petit filet. En face, les Normands ont aussi des occasions, double opportunité de break, mais Hamelin s'impose à chaque fois dans les cages. Sur coup franc, le VHF est encore tout près de recoller, mais le gardien Anthony Beuve détourne au dernier moment. Moins d'un quart d'heure à jouer, le temps presse. Et puis la délivrance, entrée en jeu, Valentin Rémy décoche une sublime frappe des 25 mètres en pleine lucarne. Les Vendéens recollent à un but partout. Massabielle et ses 1500 spectateurs poussent. 4 minutes plus tard, Valentin Rémy s'offre un doublé express en moins de 5 minutes. Le VHF a complètement rebattu les cartes de ce match. Avranches tentera le tout pour le tout dans les derniers instants, mais Hamelin reste solide. Le groupe de Laurent David s'impose de 1 et file au 8e tour. On l'écoute, l'entraîneur herbretais avec son homologue pour Avranches, propos recueillis par Thibaut Grasset. Non, je suis fier d'eux parce qu'on a bien construit notre match. Et je pense que c'est pas illogique que l'on gagne. On fait une bonne première mi-temps. On a été pris sur 2-3 transitions, dont le corner où le gardien va très vite et on réagit mal. On l'avait un petit peu vu en vidéo, c'est dommage. Mais voilà, mais je crois qu'on avait bien travaillé, bien préparé les choses. Et puis c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On était dans le vrai, on avançait bien, on se créait des occasions. Et puis j'ai un groupe qui lâche pas. Donc ils ont continué, ils ont accéléré, on a mis l'adversaire sous pression. Les changements aussi ont fait du bien, et notamment Val, bien sûr, mais parce qu'il a marqué, mais pas que lui. Je crois qu'ils ont tous apporté quelque chose. Donc non, je crois qu'elle est logique. On a été la chercher. Ça s'est joué en 2 minutes, 3 minutes peut-être, mais voilà, ça fait partie du jeu et ça montre que moralement ils ont été très solides et très forts. Il y a eu un coup de folie pendant 3 minutes et on n'a pas su résister à cette furia-là. C'est dommage pour nous, voilà, c'est la vérité du football. Quand vous tuez pas, quand vous ne profitez pas des occasions que vous avez, généralement ça vous revient de face. Et encore une fois, je le redis, parce que pour que le débat soit très clair, c'est mérité de la part des Herbiers, voilà, point final. Les Herbretais qualifiés vendredi soir, direction désormais samedi pour notre deuxième affiche de la Coupe de France. Esnay voulait imiter son voisin Herbretais et s'inviter au 8e tour. Un défi de taille puisque les Agésinades qui évoluent en Régional 2 accueillaient Libourne, club de National 2, soit 3 divisions au-dessus. Esnay maillot rouge, Libourne en bleu et les premières occasions sont pour les Pingouins. Les Libournais tentent, mais Thomas Hersault dans les buts est bien en place. La très grosse occasion de la première période sera pour les Vendéens, mais Quentin Pajot bute sur le portier libournais. Toujours pas de but après 45 minutes. Esnay tient la cadence du co-leader de National 2. Frappe de Modou Fall, mais la claquette de Thomas Hersault maintient les siens dans la rencontre. Le match s'emballe. Pour Esnay, Quentin Pajot se défait de son vis-à-vis, est tout proche de l'ouverture du score.
De l'autre côté, les Girondins sont à l'attaque. 66e minute, Thomas Hersaux ne sort pas suffisamment le ballon. Rémi Coutéry en profite et ça y est, Libourne est devant 1-0. 86e minute, Esnay n'abdique pas. Clément Béranger au coup franc, le gardien se loupe. Les Vendéens égalisent un partout. Le stade d'Esnay chavire de bonheur et la rambarde métallique du stade chavire tout court après cette célébration avec les joueurs. Esnay peut y croire, mais alors que l'on est entré dans le temps additionnel, les Pingouins de Libourne vont glacer la chaude ambiance à Gésinat. Anthony Castera pousse ce ballon au fond. Les espoirs d'Esnay sont douchés 2-1. Pourtant, les Vendéens auront la balle d'égalisation dans la foulée. Défaite 2-1, mais Esnay sort au 7e tour de la Coupe de France la tête haute. C'est ce que voulait retenir l'entraîneur Philippe Guillotot qui était au micro de Thibaut Grasset. On savait que ça allait se dérouler comme ça. On avait fait une équipe un système relativement défensif. On savait qu'on allait accuser le coup pas mal. Mais au fur et à mesure du match, on s'est rendu compte qu'on n'était quand même pas si ridicule que ça. Aujourd'hui, ça fait quand même dans notre parcours, on a battu 2 R1. On a rivalisé avec une N2, même si c'était compliqué. On a changé de système. Nous, on est passé en 4-4-2. Je pense qu'on les a un peu bougés quand même aussi. Ça les a surpris. Et c'est ce qui nous a permis d'y croire d'ailleurs. Tout le monde a pris du plaisir. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'image que la FAF a laissée et a donnée aujourd'hui est représentative du football amateur vendéen. Parce que c'est ça aussi, il faut qu'on soit fiers, nous, du football vendéen. Et puis j'en profite pour féliciter les herbiers. Je ne sais pas quels sont les autres résultats, mais ouais, c'est bien, c'était fort. Et c'est ce que j'ai dit aux gars, il faut sortir fier. Déçu, il faut digérer, il faut être fier de ce qu'on a fait. Je ne suis pas satisfait de ce qu'on a produit. Sur ce genre de match, il faut mettre de l'intensité, du rythme pour vite se mettre à l'abri. On a eu en face une équipe qui était bien organisée, bien regroupée, donc il fallait trouver des solutions pour pouvoir les déséquilibrer face à un bloc très bas. Et on n'a pas su le faire en première mi-temps. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le temps joue aussi pour l'adversaire mentalement, puisque plus ils tiennent, plus ils trouvent les ressources pour essayer de faire un résultat. Et même avec l'ouverture de la marque, on a reculé, on a fait des fautes et puis arrive ce qui arrive. Sur un coup de pied arrêté, on se fait égaliser. Donc la fin est heureuse. Mais je ne vous cache pas que c'est vrai que sur la prestation, il y a mieux à faire. Mais en coupe, on retient que la qualif. Et puis un mot sur les autres rencontres du 7e tour. Challant est allé décrocher sa qualification au tir au but sur la pelouse de Plabennec. Fin de parcours en revanche pour le Poiré-sur-Vie éliminé à Saint-Philbert de Grandlieu 2-0. 2/4 donc pour les clubs vendéens en Coupe de France masculine et puis en Coupe de France féminine. Vous le voyez en bas de l'image, aucune équipe vendéenne ne passe ce premier tour fédéral. La Roche-ESO s'incline à Gradignan au tir au but. Les Herbretaises ont aussi été éliminées, cette fois dans les derniers instants face à Limoges. Et puis hier après-midi au stade Jules Ladoumey, Gorveau a battu la Roche-VF 2-0. Je vous propose à présent quelques images de basket. Peut-être étiez-vous avec nous hier après-midi sur TV Vendée pour suivre cette rencontre de la 7e journée de Ligue féminine. La Roche-Vendée Basket était opposée à Bourges, dauphin du championnat. Et le RVBC a longtemps tenu tête aux Berruyères. Irréprochable en défense dans le premier quart d'heure, les joueuses de Manu Body menaient 14-6 après 10 minutes. Mais les Lyonnaises ont ensuite vu leur avance se fondre progressivement, menées de 2 longueurs à la pause, 27-25. Les Tigresses vont baisser d'un cran en deuxième mi-temps, être mises en difficulté par les Tangos. Emmenée par la Lettonne Annette Steinberga, meilleure joueuse du match, Bourges va finalement dérouler son basket et s'imposer 71-53. Prochain rendez-vous pour la Roche, ce sera dès mercredi soir en Eurocup aux Oudéry face à Istanbul. Le bilan comptable au classement après cette défaite, la Roche-Vendée Basket subit un 4e revers de rang consécutif en championnat. Après 7 journées disputées, les Lyonnaises sont antépénultième avec 2 victoires. À la suite de ce match de Ligue féminine, les espoirs de la Roche-Vendée Basket étaient sur le parquet des Oudéry et pour cette 9e journée de N2, la Roche s'est imposée 64-51 contre la Lanterne Rouge Rosée. 2e succès de la saison pour les Lyonnaises qui gagnent une place et sont en 10e position. En National 1 masculine, on jouait ce week-end la 10e journée. Vendredi soir, d'abord, Challant s'incline d'1 point, 85-84 sur le parquet du stade toulousain. Et puis samedi, autre revers de peu à la salle Beau-Séjour. Les Sables d'Olonne ont été battus par Chartres 89-86. Challant perd une place et pointe désormais en 8e position. Les Sables restent toujours avant-dernier. Du côté de la Nationale 2 masculine, Saint-Georges de Montaigu était en déplacement face au Garonne Avenir Basket du Marmandais. Et les Vendéens ont subi la loi du 3e du championnat, défaite 100-84. Saint-Georges-Montaigu pointe actuellement en 9e position. Après le basket, place désormais au tennis. Nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chronos sur ce plateau. Le tennis cententionnaise avait rendez-vous dimanche au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon pour la 3e journée de Pro A Dames. Rencontre face à Boulogne-Billancourt, co-leader avec La Roche. Après 2 journées, à l'issue des 4 simples, les Lyonnaises sont menées 3-1. Seul Théo Gravouille permet à La Roche de prendre un point avant les doubles. Sur le papier, la différence de classement était marquée entre les 2 équipes. Le club boulonnais ayant notamment fait le déplacement avec la jeune pépite russe Mira Andreeva, 16 ans,
145e joueuse mondiale, associée en double à une autre joueuse d'expérience. Vous le voyez ici, Vera Zvonareva. La paire parisienne s'impose face à Parto et Vickeri dans l'autre double. Théo Gravouille et Magali Kempen l'emporteront face à la seconde paire parisienne. Et à l'issue des 6 matchs, le tennis entente-lyonnaise s'incline finalement sur le score de 4-2. Réaction des deux capitaines, Mathieu Incourt pour le TEY, puis Gilles Galmiche, côté boulonnais. Un peu déçu, on va dire. On n'était pas loin d'accrocher le match nul, notamment avec Magali qui perd au super tie-break et perd le deuxième set 7-6. On n'a pas de regret à avoir. On a fait ce qu'on a pu. On est tombé contre plus fort que nous, mais on n'était pas loin quand même de les accrocher, quoi. Et sur le papier, c'était l'équipe la plus forte. Un peu de chance pour nous, aujourd'hui, ils n'étaient pas au complet. Même si ça restait très fort. Mais on a failli les accrocher, on leur a fait peur, je pense. Et puis on n'était pas loin de faire le match nul, peut-être voir plus. Des simples pas évidents. Un simple qu'on gagne au super tie-break. Un autre simple qu'on gagne après avoir sauvé 4 balles de 7. Donc voilà, on se retrouve à 3-1 après les simples, mais bon, pas simple. Et puis un double perdu assez facilement, 6-3, 6-2. Et puis l'autre double, on gagne aussi assez facilement, mais dans le premier set, par exemple, on gagne 6-1, mais il y a 5 jeux décisifs. Donc voilà, c'était pas si simple que ça. Et pourtant, je pense qu'on a une équipe plus forte sur le papier. Et au classement, les Lyonnaises sont dorénavant distancées par Boulogne-Billancourt. Le club parisien s'échappe seul en tête de cette poule A. Le TEY reste dauphin et avec le maintien acquis n'aura plus grand-chose à jouer pour son dernier match. Ce sera à Villeneuve-d'Ascq ce mercredi. Je vous propose un détour par le rugby pour s'intéresser aux résultats de ce week-end avec la Fédérale 2 d'abord à domicile. Hier, dimanche après-midi, le FC Lyonnais n'a pas su se défaire de Rochefort. 3e du championnat et désormais 2e. Défaite d'une courte tête 14-16. Le FC grec perd une place et pointe en avant-dernière position. Et puis en Fédéral 3, le RC Sablais poursuit son sans faute en championnat sur cette 8e journée. Les Sablais sont allés s'imposer 20-15 sur le terrain d'Angers hier après-midi. Les Vendéens reçus 7 sur 7, 7 matchs, 7 victoires. Des Sablais qui restent leaders mais qui ont 2 matchs d'avance sur leurs poursuivants, Pulboro et Parthenay. On poursuit dorénavant avec du handball et après avoir enfin décroché un premier succès le week-end dernier, le PVHB se devait de confirmer face à son public salle de l'Étoile et pour cette 10e journée de N1, les Pouzougers retrouvaient de nouveau une équipe rennaise, cette fois celle du cercle Paulbert Rennes. Les jaunes et noirs vont pourtant mal démarrer la rencontre avec 3 buts encaissés dès le début de partie. Pouzauges va progressivement se remettre à l'endroit en première période. 9 partout après un quart d'heure. Dans les cages adverses, Florian Boulogne réalise une solide prestation, 10 arrêts au total dans ce match. À la pause, Pouzauges est mené de 4 longueurs, 18-14. L'entame de deuxième n'est pas meilleure pour les locaux, mais le PVHB reste au contact des Bretons. 18-21 aux abords des 20 dernières minutes. Mais en face, Rennes ne lâche pas et accentue son avance jusqu'à +8 alors qu'il ne reste que 5 minutes à jouer. Co-meilleur marqueur de cette rencontre avec cette réalisation, Quentin Brault et les siens ne reviendront pas. Pouzauges s'incline 33-25. Le coach pouzaugais Steve Berger, suivi de l'entraîneur rennais Emmanuel Marty, tous les deux étaient au micro de Sandrine Pelletier. On avait fait un pas en avant la semaine passée à Cesson en gagnant et en faisant un match plutôt cohérent. Et ce soir, on fait 2 pas en arrière. On perd, notre défaite est logique et on n'a pas été cohérent dans l'ensemble du match, que ce soit défensivement, offensivement ou bien trop de manière insuffisante pour prétendre gagner. Donc c'est très décevant parce que encore une fois, l'objectif c'était de confirmer la semaine dernière, c'était de confirmer aussi qu'on était capable de mieux jouer et en fait on fait tout l'inverse ce soir. Donc très, très déçu de ce match. Je pense qu'on n'a pas effectué notre meilleur handball, mais on a réussi à rester très sérieux, à toujours mener, ce qui était important pour pas que la salle s'enflamme. Techniquement, il y avait des choses à revoir, mais on a réussi à trouver des solutions sur leur défense étagée en 3-2-1. Donc voilà, globalement, je suis plutôt satisfait. Puis c'est notre première double victoire qu'on enchaîne, donc voilà, le contrat est rempli. Je pense qu'on est capable de mieux défendre que ça. À des moments, on a pris des 2 minutes un peu faciles dans des premiers temps, on manquait un peu de fermeture et de solidarité. Après voilà, oui, en effet, c'est notre point fort, la défense. On fait partie des meilleures défenses du championnat, donc on s'appuie fort dessus, on essaye d'être agressif et ça nous a permis de ne pas encaisser trop de buts. Enfin, c'est une équipe qui en marque d'habitude beaucoup.
Je n'enchaîne pas et n'avance donc pas plus au classement après 10 rencontres. Les Pouses Auger restent lanterne rouge de leur poule en National 1 masculine. 6 longueurs de retard sur le premier non relégable Poitiers qui a disputé un match en moins. Chez les féminines en National 1, La Roche-Vendée Handball poursuit sa belle série. 4e victoire de rang pour les Lyonnaises qui ont écrasé samedi soir l'équipe réserve de Celles-sur-Belle 35-15 pour la 10e journée. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau s'invitent sur le podium en 3e position. En National 2 féminine en revanche, la mauvaise série se poursuit pour l'équipe réserve de La Roche. 6e match sans victoire pour les Lyonnaises battues assez sèchement à domicile samedi soir en levée de rideau par Carquefou. Pas de changement au classement. L'équipe 2 du RVHB reste en avant-dernière position. En ring hockey, la Vendéenne enchaîne les bons résultats. Les Lyonnais s'imposent 7-2 sur le parquet de Saint-Sébastien et préservent leur invincibilité en championnat. Après 6 journées, la Vendéenne talonne le leader Saint-Omer et est désormais en 2e position de N1 Elite. Et puis en hockey sur glace, petite embellie pour le Haut-Gly. Après 2 défaites de rang, les hommes de Juraj Oselka se déplaçaient à Reims. Victoire 4-2. Les Lyonnais sont désormais en 4e position. Je vous propose désormais des images d'équitation. Ils étaient près de 500 cavaliers réunis tout au long du week-end pour le jumping des Pays de la Loire du côté des Herbiers et du parc équestre du Bocage. Plusieurs épreuves de saut d'obstacles en intérieur s'échelonnaient de vendredi à hier, dimanche. Et c'est hier justement que se tenait l'épreuve phare du concours. Vous le voyez ici avec le saut d'obstacles, des barres placées à 1,35 m. Peut-être vous en souvenez-vous, ce Grand Prix devait avoir lieu en juin dernier mais a été reporté en raison des mauvaises conditions météo. Cette fois en intérieur, pas de risque. 16 cavaliers étaient en compétition, une épreuve remportée pour la 3e fois consécutive par Félix Jarry sur son cheval d'Annonzo. Le lauréat Félix Jarry que je vous propose d'écouter, il est précédé de l'un des organisateurs de l'événement, Thierry Pinault. Tous les deux répondaient aux questions de Sandrine Pelletier. Il y a généralement 12 obstacles avec numéro 1 au numéro 12 avec un temps. Un temps accordé. Si on y a un dépassement de temps, il y a un point. C'est un point de temps dépassé. Une barre, c'est 4 points. Donc le but, c'est d'être sans faute pour pouvoir participer au barrage après. Et le barrage, c'est au plus vite. Celui qui rate plus vite gagne l'épreuve. Malgré le fait que ça soit en indoor c'est couvert, la piste est couverte. On pourrait croire que tout est un peu étriqué, étroit et on a du mal à galoper. Bon, alors c'est vrai que c'est pas comme une grande piste où on a le temps d'aller à fond, mais on a quand même un bon chef de piste qui a réussi à faire un parcours assez fluide. Donc ça permettait d'avoir quand même une épreuve de qualité avec des difficultés qui n'étaient pas insurmontables. Tout était pensé pour les chevaux, donc c'est agréable à monter. Par exemple, il y a des difficultés au niveau des distances et des certaines configuration d'obstacles. On imagine un obstacle où il y a plusieurs plans, comme un Auxerre, comme celui-ci. Si on arrive trop près de l'obstacle, le cheval peut effectuer un saut trop vers le haut et du coup toucher la barre en retombant. Et ça peut un peu, il peut ne pas apprécier. Donc au chef de piste de mettre des distances qui n'obligent pas le cavalier à mettre à l'effort son cheval sur des sauts. Avant de vous proposer des images de la Martinique, un dernier point sur le classement avec cette fois du tennis de table en déplacement à Fouesnant lors de la 5e journée de N2 masculine. La Ferrière revient du Finistère avec un match nul 7 partout. Pas de bouleversement au classement avec une victoire, un nul et 3 défaites. Les Vendéens restent 6e avec 8 points. Et puis avant de se quitter, chose promise, chose due, direction la Martinique et notre fil rouge depuis quelques semaines, la Transat Jacques Vabre. Il était 2h02 dimanche matin à Fort-de-France pour l'arrivée de l'IMOCA Fort People. Parti le 7 novembre dernier du Havre, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont franchi la ligne d'arrivée en première position et remportent pour la 2e fois consécutive cette course, la Transat Jacques Vabre en IMOCA. 4 heures plus tard, les 2 skippers ont été rejoints par Johan Richom et Yann Eliès sur Paprec Arkea. Sam Goodchild et Antoine Coche complètent le podium IMOCA sur Force the Planet. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 20 novembre 2023. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se retrouve dès jeudi soir 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono avec nos invités. D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur TV Vendée et très belle semaine.